Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus dans cet amphi. Je remercie encore une fois au passage l'Université Gustave Eiffel qui nous fait l'amitié de nous accueillir très souvent pour nos journées scientifiques et techniques. Donc vous avez, avant de passer la parole aux organisateurs de la matinée, quelques mots pour vous rappeler que donc, ce matin, vous avez la restitution du groupe de travail sur la modélisation numérique jusqu'à midi et demi. Jusqu'à midi et demi, dans le programme, il y a un buffet qui est offert à tous les participants ici présents, qui aura lieu à l'hôtel Ibis qui est à côté. On change un petit peu nos habitudes par rapport aux fois précédentes. Et cet après-midi, je vous engage à rester parmi nous pour la partie assemblée générale du CFMS avec au tout début les parties institutionnelles, entre guillemets, rapport du secrétaire général, commission scientifique et technique, les groupes de travail, etc., le bilan financier. Et en deuxième partie d'après-midi, vous avez un point sur l'avancement des groupes de travail qui sont en train de travailler. Vous avez la liste ici, sol gonflant, voile par passe, instrumentation des ouvrages géotechniques, micropieux, ancrage des éoliennes flottantes et fondation de panneaux photovoltaïques. Donc voilà, une journée bien remplie, intéressante, jusqu'à la clôture de 17h. Merci, et je passe la parole aux organisateurs de la matinée. Merci. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette demi-journée technique consacrée au groupe de travail du CFMS sur les recommandations sur l'utilisation pratique des modèles numériques pour le calcul des ouvrages géotechniques. Donc c'est un groupe de travail qui a travaillé pendant à peu près 2 ans maintenant, et avec pour objectif de faire passer un certain nombre de messages sur la façon dont on peut exploiter les modèles numériques qui sont de plus en plus présents dans le corpus géotechnique aujourd'hui, dans le cadre d'un dimensionnement d'ouvrages géotechniques. Donc, en guise d'introduction à cette demi-journée, simplement un rappel du contexte qui a constitué pour nous le point de départ pour ce groupe de travail. Les objectifs qu'on s'est fixés. Donc l'idée, c'est pas forcément de tout couvrir, mais simplement de se focaliser sur les points qui font aujourd'hui à peu près consensus et des messages qui nous semblent essentiels à faire passer, comme la façon dont on s'est organisé, et puis un aperçu du guide CFMS dans son premier tome ou sa première partie qui traite donc de ce sujet de modélisation numérique. Donc le contexte du groupe de travail, donc le point de départ, c'était le constat qu'on doit sans doute partager tous sur une utilisation de plus en plus fréquente des calculs aux éléments finis, aux différences finies en géotechnique, sachant que ce sont des calculs ou des modèles qui sont basés par construction sur une idéalisation du comportement du terrain, donc ce qu'on appelle un modèle indirect qui nécessite donc de définir des propriétés qu'on ne mesure pas forcément directement avec les essais, et avec des lois de comportement ou des lois constitutives qui sont pensées, au fait, quand on regarde ce qui va se présenter dans les logiciels de calcul, ce sont des lois qui sont pensées pour rendre compte des comportements élémentaires que l'on a dans les essais au laboratoire, alors qu'aujourd'hui, le constat en parallèle, c'est qu'on a un corpus géotechnique français qui est très dépendant de l'essai. Donc alors, le constat en parallèle, c'est qu'on a un corpus géotechnique français très dépendant de l'essai pressiométrique, ce qui n'est pas forcément, c'est-à-dire que bien qu'on ait envie d'aller de plus en plus vers des modèles numériques, le dossier géotechnique, lui, est toujours alimenté essentiellement par les mêmes paramètres que depuis 30-40 ans, à savoir un module pressiométrique, une pression limite. Et donc se pose donc la question, est-ce qu'il y a lieu de rendre des modèles plus sophistiqués, et ce qui n'est pas forcément en phase avec donc on va dire le caractère qui reste quand même assez basique du dossier géotechnique usuel. Et donc il y a un besoin, donc on identifie clairement un besoin d'éclairage sur la façon dont on pourrait essayer d'alimenter ces lois de comportement malgré la faiblesse de certains dossiers géotechniques. L'autre aspect, c'est le constat que les normes aujourd'hui, les normes de dimensionnement, par exemple pour les écrans de soutènement, pour les fondations, etc., donnent très peu d'indications sur la façon dont on peut exploiter un modèle numérique aux éléments finis, aux différences finies, comme outil de dimensionnement. Ça veut dire pour statuer sur les états limites, identifier des mécanismes de ruine, etc. Mais aussi comment on peut faire le lien avec les formalismes de sécurité usuels qui n'ont pas forcément été pensés pour une exploitation dans un modèle aux éléments finis, aux différences finies, à l'origine. Et puis l'autre aspect, c'est un point qui me tient personnellement très à cœur, c'est le constat d'une certaine discontinuité. Donc on voit parfois quand on fait des analyses par des modèles aux éléments finis, aux différences finies, on constate une certaine discontinuité entre les résultats qu'on obtient par ce type d'analyse et ce qu'on a toujours obtenu par des modèles plus simples, mais néanmoins
calibré sur une certaine expérience acquise en géotechnique, sur des suivis d'ouvrages en vraie grandeur. Donc on a voulu à travers ce travail de rappeler un peu l'importance de garantir cette continuité. Ça veut dire le modèle numérique, le fait d'utiliser un modèle plus sophistiqué, c'est pas de nature à bouleverser les ordres de grandeur, ça permet simplement d'avoir accès à des résultats en plus. Mais si on s'intéresse toujours au tassement d'une fondation isolée, ça ne devrait pas changer avec l'utilisation d'un modèle numérique. Donc voilà, donc les objectifs de ce groupe de travail, c'était de formaliser des recommandations sur l'utilisation pratique des modèles numériques, avec, évidemment, il faut rappeler les bases. Donc on sent que le point de faiblesse essentiel aujourd'hui dans la pratique, ce sont les lois de comportement, c'est la principale marge de progression. On arrive à faire des calculs très rapidement, à monter des modèles très sophistiqués, mais il restera toujours la façon dont on va alimenter ces modèles. Donc on a voulu à travers ce travail de prendre la peine de formaliser une description détaillée des lois de comportement usuel, détaillée mais néanmoins compatible avec le langage du géotechnicien, le langage du praticien. Donc domaine d'application, le rôle des différents paramètres, lien avec les essais in situ et en laboratoire. Et puis, le plus important, quelle loi de comportement pour quel ouvrage, ça veut dire le juste modèle, ce qui est strictement nécessaire pour capter telle ou telle grandeur ou pour aborder tel ou tel problème géotechnique. L'autre aspect, c'est savoir exploiter donc, les modèles numériques dans les problèmes d'interaction sur structure. C'est quand même des modèles qui sont par construction aptes à rendre compte de ces problèmes-là. Et puis, éclairer un peu sur la façon dont on peut gérer dans la pratique les problèmes de couplage hydromécanique, que ce soit en lien avec des problèmes d'écoulement, des problèmes de consolidation, le comportement non drainé, par exemple, pour des sols mous, etc. Et puis, le dernier point, l'avant-dernier point, c'est clarifier l'utilisation des modèles numériques en lien avec l'application des normes. Pour dire les choses, ça veut dire comment se servir du modèle numérique pour identifier tel ou tel mécanisme, pour statuer sur l'état limite géotechnique ou l'état limite structural, et puis comment faire le lien avec le formalisme de sécurité qui alimente aujourd'hui, par exemple, les oracles, dans leur version actuelle et peut-être aussi future. Et puis le dernier point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le garantir la continuité, c'est-à-dire faire passer un certain nombre de messages et qui permettent aux praticiens d'avoir quelques points de repère qui lui permettent donc de garantir la continuité avec l'expérience acquise en géotechnique en matière de suivi d'ouvrage, donc retrouver les ordres de grandeur qu'on avait déjà avant que les modèles numériques se généralisent. Donc, comment on s'est organisé pour ce groupe de travail? Donc, on a commencé à travailler donc, fin 2019 avec un groupe constitué d'une quinzaine de membres, 11 organismes représentés, donc à la fois des académiciens ou des gens du milieu académique ou des gens, on va dire, de l'ingénierie, des entreprises, etc. Et puis, on s'est fixé quatre principaux axes de travail. Donc, évidemment, il y a l'axe loi de comportement, l'axe couplage hydromécanique, écoulement, consolidation, comportement non drainé, l'axe, on va dire, modélisation pratique, comment on fait maintenant, à partir de ces notions de base, comment on peut alimenter un modèle numérique dans la pratique en faisant le lien avec ce qu'on va retrouver dans les dossiers géotechniques usuels. Et puis le dernier point, le dernier axe, c'est la stratégie de dimensionnement, ça veut dire comment utiliser le modèle numérique comme outil de dimensionnement, donc pour statuer sur les états limites, la stabilité, etc. Et donc, on a, pour pouvoir, on va dire, faire vivre ce travail-là assez rapidement, on a fait le choix de décomposer la restitution en deux parties, en deux tomes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est le tome 1, et qui couvre, au fait, on va dire, les notions de base, les généralités. Et puis, avec un tome 2 qui va avoir comme objectif de proposer quelques exemples d'applications par catégorie d'ouvrage. Un exemple pour des fondations profondes, fondations superficielles, les excavations, les tunnels, les remblais, etc. Donc voilà, donc pour chaque tome, il y a 7 chapitres. Et donc le tome 1 qu'on vous présente aujourd'hui, donc c'est 7 chapitres plutôt pratico-théoriques. Et puis vous avez le tome 2, c'est plutôt des 7 chapitres, chaque chapitre étant dédié à un type d'ouvrage. Et puis donc le tome 1 qu'on vous présente aujourd'hui, donc c'est 101 pages pour être exact. Il y a donc dans les 7 chapitres, il y en a 5 qui sont plutôt des chapitres fondamentaux, il y a des équations. Et donc, en l'occurrence, vous avez un premier chapitre introductif, un chapitre 2 sur les lois de comportement, un chapitre 3 sur les méthodes de résolution, un chapitre 4 sur l'interaction sans structure et un chapitre 5 sur le couplage hydromécanique. Et puis 2 chapitres pratiques
qui vise à faire le lien avec la pratique, avec l'ingénierie géotechnique du quotidien, on va dire. Donc vous avez un chapitre 6 sur la stratégie de modélisation, comment construire et exploiter en pratique un modèle numérique, et un chapitre 7 sur la stratégie de dimensionnement, comment identifier les mécanismes de ruine et identifier les états limites géotechniques et structurales. Alors, simplement un zoom. Donc l'idée, c'est que le but de cette demi-journée, de cette matinée, c'est de vous donner un aperçu sur quelques chapitres clés. Donc en guise d'introduction, je vous présente simplement une sorte de sommaire détaillé. Donc les principaux points clés qu'on va retrouver dans différents chapitres. Donc le chapitre 1, construction du modèle, le but, c'est simplement, en guise d'introduction, de rappeler les points clés à gérer pour bien construire un modèle numérique, à commencer par les hypothèses géométriques, passage 2D, 3D, des questions qu'on peut se poser sur la taille du modèle, sur le maillage, des questions évidemment liées à l'état initial des contraintes, une question liée au rôle, l'importance du phasage, la prise en compte du phasage de construction. Ce sont des modèles qui permettent de rendre compte de phasage assez aisément, et puis ensuite la façon dont on pourrait modéliser ou incorporer ou intégrer les éléments structures dans le modèle géotechnique et la façon dont on peut gérer les interfaces. Et puis chapitre 2, donc c'est loi de comportement, donc à commencer par rappel de quelques notions de base, de façon, on va dire, accessible, donc les rappels sur les contraintes et déformations, les invariants généraux, triaxiaux, notions de critères de rupture, plasticité, cruissage. Et puis ensuite, la façon dont on constitue une loi de comportement, la part élastique, la surface de charge, le critère de plasticité, règle d'écoulement et loi des cruissages. Et ensuite, on a fait le choix de faire un focus sur quelques lois. Évidemment, on ne pourra pas tout couvrir dans le cadre de ce guide. C'est amené à vivre et à évoluer sans doute, donc il y aura sans doute des mises à jour à venir dans les années à venir. Mais pour commencer, on a fait le choix, dans le cadre de ce tome 1, de faire un focus sur les 5 lois de comportement que vous voyez ici. Donc, évidemment, élastique, linéaire, isotrope, il faut bien commencer par quelque chose. Et en l'occurrence, ce qui est pertinent pour certains types d'analyse, suffisant. Et puis, élastoplastique parfait avec critères de Moore-Coulomb. Camp-Clay modifié, soft soil pour des sols mous notamment, et hardened soil, donc avec la prise en compte d'un écruissage selon des différentes cinématiques. Et puis, chapitre 3, méthode de résolution, donc simplement pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, donc rappeler ce qui se passe derrière on va dire un code de calcul numérique, ça veut dire en matière de résolution globale, l'assemblage global des différents systèmes d'équations, mais aussi la façon dont on gère localement la loi de comportement, donc la résolution locale. La façon dont on gère dans ce type d'analyse, dans ce type de calcul, et la réduction des propriétés de cisaillement, et puis la façon dont on pourrait gérer la modification de rigidité, ce qui est souvent une source d'erreur dans la pratique des modèles numériques. Et puis ensuite, chapitre 4, c'est plus la façon dont on peut intégrer les éléments structuraux dans un modèle géotechnique. Donc rappeler un peu les différents éléments structuraux qu'on peut utiliser, dans quel cas les utiliser, des éléments de poutre, plaques, membranes, etc. La façon dont on peut donc gérer l'interaction ou le contact avec le sol environnant, donc le couplage sol-structure, contact parfait, interface, le cas des éléments incorporés qui ne sont pas en contact direct avec le maillage. Et puis le cas des modèles hybrides qui peuvent constituer un complément, ça veut dire des modèles où on combine des solutions analytiques avec des solutions numériques. Et puis après, un focus sur les aspects spécifiques aux tunnels, aux structures qui alimentent ce type de problème. Et puis le dernier chapitre, on va dire, d'ordre fondamental ou théorique, c'est le chapitre 5 sur les couplages hydromécaniques. Et là, l'idée, c'est simplement de résumer un peu les principales équations qui gouvernent ce type de problème. Donc la mise en équation de ces effets de couplage sol-eau, un rappel sur les écoulements dans les sols, sachant qu'il y a des choses pour des aspects d'ordre purement pratique. Il y a des choses que l'on peut retrouver aujourd'hui dans le guide du CFMS qu'on a sorti en mai dernier sur le rabattement de nappe, par exemple, quand il s'agit de problèmes d'écoulement. On a des recommandations sur les conditions limites. Et puis un rappel des équations qui gouvernent un problème d'écoulement en régime permanent, en régime transitoire, et le cas d'un couplage parfait, entre guillemets, au complet, donc la prise en compte de la déformabilité du sol. Et les 2 derniers chapitres, donc c'est des chapitres plus d'ordre pratique. Donc vous avez le chapitre 6 sur la stratégie de modélisation. Donc là, le but, c'est de présenter quelques règles de bonne pratique pour construire un modèle numérique en matière de conditions limites,
en matière des conditions initiales, de contraintes initiales, d'interface avec les éléments structuraux. Et puis il y a un gros paragraphe sur le choix de la loi de comportement en adéquation avec l'ouvrage ou le problème étudié. Donc le juste modèle, le choix des modules de déformation, lien avec les essais laboratoires in situ, quelques ordres de grandeur, ce qu'on est censé trouver pour une fondation, pour un soutènement correctement dimensionné, en termes de flèches, en termes de tassement. Donc c'est quelque chose qui permet aux praticiens de contrôler son modèle, de vérifier qu'on n'a pas rentré n'importe quoi et qu'on n'est pas complètement en décalage par rapport à l'expérience acquise en matière de suivi d'ouvrage, on va dire ces 30 ou 40 dernières années. Donc là, en l'occurrence, on trouvera dans le guide ce type de tableau qui rappelle pour chaque type d'ouvrage ce qui est recommandé ou ce qui nous semble, on va dire, le juste modèle, et puis ce qui peut être optionnel, mais sans que ça soit indispensable, et ce qui nous semble superflu pour certains, pour le problème étudié. Donc on y reviendra tout à l'heure là-dessus en détail dans le cadre de la présentation du chapitre 6. Et puis aussi, toujours dans le chapitre 6, quelques recommandations sur la façon dont on peut faire parler le modèle pour en exploiter les résultats, des résultats utiles au dimensionnement, donc les grandeurs analysées, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment contrôler la cohérence du modèle, vérifier qu'il n'y a pas de piège, contrôler comment ces contrôles, ça peut être des contrôles on va dire d'ordre général, mais ça peut être aussi, ce qu'on a détaillé, des contrôles par type d'ouvrage, pour les fondations, qu'est-ce qu'il y a lieu de regarder, pour les soutènements, pour les excavations, les remblais sur sol compressible, etc. Et puis il y a aussi quelques messages qu'on a voulu faire passer sur l'intérêt des études paramétriques qui permettent de présenter, par exemple, quand même de voir au fait les paramètres qui comptent, sur quoi il faudrait agir si on veut affiner le résultat. Là, j'aime bien présenter cet exemple-là. Donc c'est un exemple d'un réservoir circulaire sur 2 couches de sol. On a une couche de remblai hydraulique, on va dire sableux, de bonne propriété, et puis qui surmonte une couche d'argile de plus faible, on va dire, compacité. Et donc quand on s'intéresse au tassement absolu, effectivement, on se rend compte que c'est le module de la couche d'argile qui gouverne en fait le tassement. Par contre, quand on s'intéresse au tassement différentiel, et c'est par exemple pour le problème qui est montré, c'est on va dire le critère de conception, en fait, c'est pas forcément intuitif si on n'a pas fait varier les paramètres, de constater que finalement vis-à-vis du tassement différentiel, c'est plutôt le module de sable, donc comme on peut le voir ici, qui gouverne le tassement différentiel. Donc s'il y a bien un paramètre ou on va dire un comportement qu'il faudra affiner dans le cadre de ce problème-là, c'est la rigidité de la couche supérieure, ce qui est moins raide dans le cas présent, et ce qui n'est pas forcément intuitif. Donc, vous avez intérêt de faire varier des paramètres, et ça permet d'identifier, on va dire, les marges de progression possibles. Et puis, pour finir, le chapitre 7, stratégie de dimensionnement, le lien avec les états limites ultimes, ELS, donc les vérifications ELS, les vérifications ELU-STR, EL-GO, donc comment on gère la sécurité dans la pratique, les 2 façons de faire. On réduit les propriétés de cisaillement à la source, qu'on appelle CFE réduction dans la pratique courante, ou on simule une courbe de chargement, on va chercher la charge de rupture. Donc ce qui peut être par exemple pertinent pour capter par exemple la capacité portante. Le CFE réduction, ça peut être quelque chose de pertinent pour statuer sur la stabilité générale, et puis pour le défaut de butée, il peut y avoir les 2 approches qui peuvent être activées. Et puis après, quelques recommandations sur les aspects hydrauliques, les vérifications d'ordre hydraulique. Donc voilà pour la présentation en guise d'introduction par la présentation du sommaire détaillé. Et donc ce qu'on vous propose dans la suite, c'est un focus sur 5 chapitres clés. Donc le chapitre 1 sur la construction du modèle, donc par Emmanuel Bourgeois de l'Université Gustave Eiffel. Le chapitre 2 sur les lois de comportement, donc par Jean-Michel Pereira du laboratoire de Navier, dans l'école des ponts. Chapitre 5 sur les couplages hydromécaniques de Fabrice Emerio. Et chapitre 6 sur la stratégie de modélisation, donc par Laetitia Pavel et Martin Kahn, et chapitre 7 sur la stratégie de dimensionnement par Sébastien Burlot. Voilà. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions.